Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct ici de Marrakech pour Apid. Sur notre plateau télé, nous avons parlé de très nombreux défis, beaucoup d'opportunités aussi pour le continent africain. Alors qu'en est-il du Web 3? C'est la séquence que je vous propose d'aborder à présent avec nos deux invités. Donc j'ai le plaisir d'avoir toujours à mes côtés Jean-Michel Huet qui s'exprimait à l'instant autour de l'Afrique 4.0. Donc je rappelle pour nos invités qui nous ont rejoints à l'instant, vous êtes donc associé Bearing Point. Merci Jean-Michel d'être à nos côtés. Merci de votre invitation, encore une fois. Et puis nous avons l'immense plaisir d'accueillir Karen Jouve. Karen, merci d'être avec nous. Merci Mélanie. Et je rappelle donc que vous êtes CEO de Doors 3. Alors l'idée c'est qu'on essaye d'évoquer un petit peu ensemble cette dimension du Web 3 et de comprendre quelle est la dynamique qui s'opère ici en Afrique, mais aussi à travers le monde, puisque Karen, vous parcourez différents États pour effectivement assumer, en fait accompagner cette dynamique du Web 3 qui s'opère sur l'ensemble de la planète. Alors j'ai envie de vous demander quelles sont déjà les opportunités que représente le Web 3. Peut-être avant ça d'ailleurs, de quoi parle-t-on? Parce que je ne suis pas sûre que celles et ceux qui nous suivent comprennent toutes et tous finalement qu'est-ce qu'on met derrière ce nom du Web 3. Karen. Alors c'est toujours la vaste question. Effectivement, le Web 3, si on peut le définir simplement, c'est la prochaine génération du Web. On avait le Web 1 plutôt dans les années 90, où on a finalement amené le fait de lire en fait, sur Internet. C'était les débuts du Web. Le Web 2 qui est arrivé plutôt dans les années 2000, où là on a ajouté la phase d'écriture. Donc finalement, écrire et collaborer sur le Web. Et c'est aussi l'arrivée des grandes plateformes qu'on connaît aujourd'hui, notamment Google, Microsoft, Amazon. L'arrivée aussi finalement de l'Internet collaboratif avec Airbnb typiquement. Et le Web 3 vient introduire une nouvelle notion qui est la notion de propriété numérique. Donc c'est vraiment une notion clé qui n'existait pas jusqu'alors et qui consiste vraiment à s'emparer finalement du digital et devenir propriétaire d'assets digitaux. Et le Web 3 qui vient introduire aussi, grâce à la blockchain qui est une de ces technologies sous-jacentes, la notion de décentralisation. Finalement, on arrive sur un web décentralisé dans lequel on remet de la confiance, de la transparence, de la sécurité. Donc voilà en gros la grande définition du Web 3. Après, moi j'aime bien dire que le Web 3 c'est une évolution et une révolution à la fois. Une évolution dans les usages, dans l'expérience, notamment par l'immersif, par la collaboration, et aussi une révolution, parce que pour le coup, la décentralisation et la notion de propriété digitale, c'est une véritable révolution. Ça n'existait pas jusqu'alors. On va essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu en Afrique, de mieux comprendre en tous les cas comment cette évolution et puis cette révolution se développe ici. On a quelques chiffres, 10 millions d'utilisateurs quotidiens qui seraient comptabilisés. Alors c'était en juin dernier en Afrique autour du Web 3. Comment est-ce que ça se démocratise? Comment est-ce qu'on est déjà dans le Web 3 en Afrique aujourd'hui? C'est compliqué parce que le Web 3, mais Karen l'a très bien dit, c'est plein de sujets différents. Et j'ai bien aimé les mots immersion, ça fait partie des mots-clés, décentralisation aussi. Et c'est très très varié selon en Afrique. Dans les technologies clés qui sont les sous-basements du Web 3, par exemple la blockchain, je trouve que dans certains cas d'usage, l'Afrique a vraiment un temps d'avance sur beaucoup de pays hors Afrique. Je donne quelques exemples tout à l'heure, je peux les reciter, mais le premier pays au monde qui a fait des décaissements des budgets de l'État sur la base d'un suivi des projets en blockchain, c'est le Burkina Faso. Ce n'est pas la Corée du Sud, ni les États-Unis, ni le Japon. Parmi les premiers pays qui ont fait des élections sur base de blockchain, c'est la Sierra Leone. Les diplômes d'enseignement supérieur d'une partie en Éthiopie sont quelque part confiance gérée avec la blockchain. Au Maroc, on a quelques grands facturiers, notamment dans l'énergie, qui font des smart contracts. Donc des contrats, pareil, on peut s'assurer avec la blockchain d'une certaine confiance assurée grâce à cette technologie. Donc là, typiquement, si on prend la blockchain, énormément de cas d'usage. Après, si on regarde le métaverse, on pourra en citer quelques-uns, mais on est quand même très loin de ce qu'on peut voir quand on voit des émissions sur la Silicon Valley. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur le métaverse en Afrique, du coup, par exemple? C'est des cas d'usage qui sont tout à fait différents. Et encore une fois, ce qui est super rigolo et intéressant avec le numérique, le digital, c'est que ce n'est pas la technologie qui compte. C'est important, parce que sans technologie, mais c'est les usages, c'est ce qu'on en fait. Quand j'étais l'année dernière dans le coin de Silicon Valley, Stanford, Berkeley, etc., on nous expliquait que les usages, avec des lunettes toutes simples, on pouvait circuler dans les différents villes ou villages de la vallée et puis voir le prix des villas qui étaient à vendre. Alors c'était génial, 2 millions de dollars, avec la visite, etc. Bon,
En Afrique, ça serait un petit peu décalé, je pense. Par contre, en Afrique, on a des usages dans le métaverse, typiquement dans les industries un peu dures, un peu lourdes, minières, industries de transformation, pour préparer des formations sur des outils de maintenance. C'est quand même mieux de le faire dans des conditions proches de la réalité, mais dans une salle, que d'être au milieu de la plateforme pétrolière qui est en train de brûler. Enfin, pour des raisons assez évidentes, c'est important. Ou encore dans des logiques de formation. On sait très bien qu'un des problèmes de l'Afrique dans le domaine de la santé, c'est le manque de médecins. On est sur un ratio 10 fois inférieur au minimum recommandé par la Banque mondiale. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais qui dit manque de médecins, dit aussi manque de formation pour les médecins. Eh bien, pour certains actes, y compris chirurgicaux, le métaverse peut aider, et c'est la décentralisation qu'on retrouve, à démultiplier l'effort. Et là où il fallait peut-être un prof pour 2 ou 3 chirurgiens, maintenant, pour en avoir un pour 20 ou 30. Karen, quels sont les exemples que vous voyez de déploiement aujourd'hui de ce Web3 pour mieux comprendre ses usages, à quoi il sert, que ce soit ici en Afrique ou à travers le monde? Alors, vous en avez cité des très bons et je voudrais juste compléter en disant que je pense que l'opportunité qu'il y a en Afrique et qu'il n'y a pas forcément ailleurs, c'est d'aller dans le bon sens aussi. C'est de faire des cas d'usage qui ont du sens. Ce qu'on oublie parfois quand on est dans les pays occidentaux, typiquement. Bon, voilà, c'est juste une parenthèse. Tout à fait d'accord. Et on voit la même chose au Moyen-Orient. Donc pour venir sur des cas d'usage concrets, alors il y en a énormément. Je voudrais dire quand même un mot sur le terme de Web3. C'est un terme qui a été vraiment galvaudé, qui l'est toujours, qui est très mal compris. Et donc souvent, effectivement, c'est plus simple d'en venir au cas d'usage, aux résultats concrets. Et finalement, le Web3 est composé de plusieurs couches technologiques. La blockchain, évidemment, l'immersif, l'intelligence artificielle en fait partie, les IoT. Et on a un mix entre des nouvelles technologies qui arrivent, qui émergent, et d'autres qui étaient déjà là, mais arrivent enfin à maturité. Et donc, finalement, quand on regarde les cas d'usage, on a aujourd'hui 3 types de grands cas d'usage. Des cas d'usage qui sont plus sur la customer experience, donc l'expérience client ou l'expérience citoyen dans le public. Des cas d'usage qui sont plus sur l'excellence opérationnelle et des cas d'usage que moi je qualifie de nouveaux business models, c'est-à-dire qui ne sont pas là juste pour innover ou disrupter, mais vont carrément ouvrir des nouvelles lignes de produits, de services ou de revenus. Donc pour donner peut-être un exemple sur chacun, si on prend la Customer Experience, aujourd'hui on a des cas d'usage incroyables sur des programmes d'engagement de CRM 3.0 où on vient passer d'une simple transaction, c'est-à-dire aujourd'hui on avait un problème de fidélité simplement parce qu'on achetait un produit, à un programme d'engagement où on crée une vraie promesse relationnelle, on engage les clients dans une expérience de marque, on les engage dans des expériences de l'événementiel et on en fait des véritables acteurs de la marque au point qu'ils co-créent avec cette marque. Ça, c'est des choses qui se font vraiment à travers le monde, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, et qui répondent à un enjeu des nouvelles générations qui est très fort aussi en Afrique, qui est qu'aujourd'hui, ces jeunes générations n'ont plus envie d'être des consommateurs passifs. Ils veulent être des vrais consomme-acteurs, en fait. Donc être acteurs aussi des marques pour lesquelles, finalement, ils consomment. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. Et on le voit, on touche à un enjeu clé qui est le CRM, l'enjeu de la data, finalement. Un deuxième cas d'usage sur l'excellence opérationnelle, si je prends l'exemple des entreprises dans le domaine du pétrole, que je connais bien au Moyen-Orient, mais qui sont aussi présentes en Afrique, on a des vrais cas d'usage autour du métaverse industriel, qui est finalement la représentation sous forme de jumeaux numériques d'une data management plateforme qui remonterait des données qui existent déjà, des puits de pétrole et autres, qu'on mettrait dans un univers immersif, pour lequel les collaborateurs pourraient accéder. Et en ajoutant un peu de blockchain, avec aussi des salles fermées, ultra confidentielles pour les dirigeants. Et en rajoutant à ça un peu d'intelligence artificielle, pourrait prendre des décisions à distance dès lors qu'il y a, par exemple, des crises sur un puits de pétrole. Donc vraiment le métaverse industriel, et de là, on peut en tirer des enjeux de formation, bien sûr, aller former toutes ces lignes opérationnelles en direct sans prendre de risques. On peut en tirer aussi des enjeux sur la sensibilisation aux risques environnementaux, sur la prise de décision, la réduction des coûts. Et si on va maintenant sur la partie nouveau business model, alors là je vais prendre un exemple qui peut être intéressant en Afrique aussi, plutôt dans l'univers de l'entertainment. Nous on accompagne beaucoup d'acteurs dans le sport par exemple, et aujourd'hui dans le sport on peut complètement diversifier les revenus, qui est quand même un enjeu clé aujourd'hui pour un club, une ligue, une fédération, plutôt que de reposer uniquement sur les droits médias, de lancer finalement des nouvelles lignes de produits ou de services qui vont permettre de générer des revenus par l'engagement des fans. Et ça, c'est un enjeu clé. J'en avais parlé il y a quelques temps autour de la CAN qui a eu lieu du coup en Afrique. Nous, on a fait ça pour la Ligue de rugby en France et ça a permis de générer des revenus considérables et de diversifier finalement
le marketing de ces grandes ligues qui aujourd'hui s'essoufflent aussi sur ces sujets-là. Les opportunités sont nombreuses et vous n'avez cité finalement que quelques cas d'usage ici en direct. Quels sont les défis que le continent africain doit intégrer d'ores et déjà pour pouvoir saisir pleinement toute cette puissance du Web3 et faire partie de cette aventure ? Comme on l'a évoqué précédemment, pour moi, souvent, le frein, c'était le financement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il y a des bons financements pour tous ces sujets-là, publics comme privés. Les freins, c'est qu'il faut que dans les niveaux de direction des États, des gouvernements et des entreprises, il y ait la volonté d'y aller, parce que c'est des investissements. Le Web3, c'est pas gratuit. Il faut réfléchir aux concepts, il faut les développer, il faut les expérimenter. Échouer parfois, ça marche dans d'autres cas de figure. Donc il y a cette dimension-là. Et trouver les bons cas d'usage. Et surtout ne pas se penser que tout ce qui est Web3 se limite aux professions intellectuelles, aux services, à la communication et autres. Il y a des cas d'usage qui sont des cas d'usage qui sont vraiment dans le dur et même des fois dans des travaux manuels. Vous avez évoqué le pétrole, on n'est pas forcément là où c'est dans le plus numérique. Je rebondis sur l'exemple du sport qui est super intéressant. Parce que dans le sport, effectivement, il y a de nouveaux business models que vous avez évoqués. Mais aujourd'hui, en utilisant ou du métaverse, ou de l'IoT, ou de l'IA, il y a aussi le suivi des sportifs pour s'assurer qu'ils ne se blessent pas. Ou donc pour faire des prédictions, pour dire attention là, on atteint une limite, il y a un risque de blessure. Alors on n'hésitera jamais à 100%, mais quand vous évitez aux gens, et que ce soit du professionnel ou non, les blessures, quelque part, c'est aussi important. Et là, on est quand même sur une réaction physiologique du corps, mais on est capable, avec l'historique des blessures précédentes, de dire là, on va peut-être trop loin, ou dans l'entraînement, ou dans l'exercice sportif. Donc vous voyez, ça peut avoir des cas concrets, et qui sont pas uniquement dans le domaine du service ou intellectuel. Karen, vous voulez rajouter un point ? Oui, on en parlait dans les tables rondes précédentes. Effectivement, je pense que la vision, c'est le point de départ. Il faut avoir une vision, de l'ambition. Et pour voyager un peu à travers le monde, c'est ce que je retrouve au Moyen-Orient. Typiquement, on a vraiment des dirigeants qui sont visionnaires, qui savent où ils vont. Ils savent en 2030 où ils veulent être. Maintenant, la vision, ça ne fait pas tout. Et effectivement, il y a la démarche. Comment on y va ? Et le comment, il faut être un peu audacieux, il faut être capable de prendre des risques. De se poser les bonnes questions et de trouver les bons cas d'usage. Et moi, le conseil que j'aurais pour le développement du Web3 en Afrique, et c'est ce que je disais dans la table ronde précédente, c'est de ne pas aussi tomber dans le piège de vouloir trop faire ce qui a été fait ailleurs. Parce que je pense que dans l'innovation au sens large, mais encore plus sur ces sujets de nouvelles technologies, il y a aussi besoin d'avoir un peu des préférences locales ou nationales avec des spécificités culturelles qui ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'on peut avoir tendance parfois, et d'ailleurs même en Europe on le fait, avoir des grands groupes qui veulent à tout prix regarder ce qui s'est fait ailleurs et refaire la même chose. Je pense que c'est le meilleur moyen pour rater l'innovation. Là où il faut plutôt prendre en considération son terreau, trouver les bons cas d'usage, les tester et avoir l'audace de se dire que oui, il y aura peut-être un élément différenciant, mais c'est ce qui fera la réussite du projet. Et ce que vous disiez finalement, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, presque qui est fait nativement, de manière intuitive, c'est-à-dire des approches qui répondent aux besoins du terrain avec beaucoup de pragmatisme et donc pas forcément des choses extrêmement élaborées, mais qui vont venir répondre aux besoins. Et ça, finalement, c'est presque une force qui est déjà aujourd'hui en Afrique. Donc, presque on pourrait leur demander de conserver cette force-là parce qu'elle sera différenciante, c'est ce qu'on comprend à travers vos explications. Et puis il y a aussi finalement cette envie d'y aller, cette ambition, on leur dit d'oser. Je trouve qu'aujourd'hui nous avons une Afrique très ambitieuse, il faut qu'elle conserve. Oui, mais le point de Karen est très bon, c'est plus facile de dire faites-moi un benchmark pour voir ce qui s'est fait ailleurs que je fasse du copier-coller. Et je vais être honnête, moi dans mon métier de consultant, je pense que c'est pareil, dans 90% des cas, c'est ce qu'on nous demande déjà. Et il faut un peu forcer les gens de dire oui, mais ça on peut regarder. Il y a des bonnes idées à prendre. Mais c'est plus dur de se dire je ne pars pas de ce que les autres ont fait, j'essaye de trouver la bonne idée qui s'adapte à mon contexte local. Et c'est pas facile. Et c'est pour ça que moi, parfois, ce que j'aime faire, c'est un peu provoque, mais c'est leur montrer ce qui n'a pas marché. Exactement. Pour les forcer à imaginer quelque chose qui pourrait marcher. Mais pour rebondir, je pense qu'il y a aussi un élément clé qui est de ne pas aussi avoir une approche tech for tech. C'est un peu un piège qui a été tendu depuis pas mal d'années sur beaucoup de technologies, pas que la blockchain, le Web3. C'est de se dire, bon, je veux faire du Web3. Et je pense que dès lors qu'on se dit ça, on a raté en fait. On n'y arrivera pas. La réflexion, c'est plutôt, j'ai des enjeux, j'ai des pain points, j'ai des problématiques où au contraire, je vois des opportunités. Et donc, comment j'y vais et en quoi ces technologies pourraient m'aider à les accélérer. Et ça rejoint aussi un enjeu de financement, c'est que parfois il y a des enjeux très forts de financement,
Mais parfois, il y a vraiment des coûts à faire avec des petits montants. Justement, si on a bien pensé le cas d'usage et qu'on s'appuie soit sur des solutions existantes, soit au contraire qu'on crée un peu un prototype, on teste and learn et puis derrière, on déploie. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, c'est un élément important sur le développement du Web3 en Afrique. Et voilà, encore une fois, aussi d'être capable d'ouvrir assez largement sans rester forcément dans ce qu'on a toujours entendu, quoi. On parle aujourd'hui de 88 millions de dollars en 2022 levés par des startups Web3. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Est-ce que vous l'imaginez avec une croissance, là encore, très forte dans les années à venir? Alors, levé en euros ou en crypto? En tous les cas, c'est en dollars. En dollars. En Afrique? En Afrique? En Afrique. Ouais, c'est intéressant. Non, je pense que ça va augmenter pour deux raisons. Alors, la première, c'est qu'on n'est qu'au début de cette nouvelle vague du web. Alors même si la blockchain remonte à 2008, on estime que le Web3 en tant que tel, c'est vraiment depuis 2018-2020 qu'on est dedans. Donc en fait, on est au tout début. Quand on regarde à l'échelle du web, les levées qui ont été faites à l'époque, elles étaient dérisoires par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. L'intelligence artificielle, c'est pareil, ça fait 15-20 ans que ça existe. Et là, aujourd'hui, les levées à plusieurs milliards, c'est assez récent. Donc ça va augmenter. Deuxièmement, le Web3 et précisément la blockchain et la crypto-monnaie, on est aussi sur des technologies où on peut différencier le inside out et outside in. C'est-à-dire que parfois, on est sur des technologies qui ne se voient pas, ne sont pas palpables, donc c'est plus compliqué à se projeter tant qu'on n'a pas de cas d'usage concret et de résultats. Et donc, on a moins l'effet waouh au début. Par contre, une fois que c'est fait, qu'il y a les résultats, là, tout le monde y va. Et enfin, après, ça, c'est exponentiel, mais on sait, et ça, pour le coup, Gartner le dit très bien sur les hype cycles, on sait qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le creux de la vague. Et en fait, c'est après ce creux que ça redémarre véritablement. Donc, je pense que, notamment en Afrique, il y a un potentiel très fort. Et pour rejoindre ce que vous disiez au tout début, notamment parce qu'il y a du bon sens à trouver et qu'il y a des cas d'usage qui, ici, sont presque vitaux, en fait. Et par exemple, le sujet des crypto-monnaies et du banking, en fait, en Occident, c'est pas un sujet. Donc, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Et donc, finalement, la crypto, on la prend comme quelque chose d'accessoire. Sur des pays comme les pays africains, mais c'est nécessaire, en fait, parce qu'ils ne sont pas bancarisés. Donc, à partir de là, l'innovation, ce n'est pas juste un accessoire. Et pour répondre à votre question, 88 millions sur les 3,5 milliards qui vont sûrement être levés cette année pour les startups africaines, c'est pas beaucoup, finalement. Après, c'est vrai que c'est plus risqué. Mais si on trouve la pépite, c'est jackpot. Et donc, effectivement, on voit que tout le champ des possibles est devant nous. Je crois que c'est sur cette formidable ouverture, cet enthousiasme que nous allons clore cette séquence. Merci beaucoup, Karen. Merci, Jean-Michel, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous accueillir. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était pour moi une immense joie d'être à vos côtés pendant ces 2 jours ici au cœur d'Apid. Cette 17e édition qui, je crois, a tenu ses promesses avec des programmes particulièrement riches. Beaucoup de sujets. On l'a compris, il y a d'énormes défis à relever, mais des opportunités assez extraordinaires pour le continent africain qui fait preuve aujourd'hui d'une grande ambition, mais sa richesse qui repose sur sa diversité, mais aussi sur ses talents, devrait nous conduire à poursuivre bien entendu nos débats et aller vers ce champ des possibles. Beaucoup d'optimisme et d'ambition donc ici à Marrakech et qui est le reflet de ce qui se passe sur le continent africain. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.